Bonjour, bienvenue en Haute-Savoie. Nous sommes dans le domaine des Portes du Soleil, au Jet, très exactement pour la Coupe du Monde de VTT avec 2 épreuves au programme, de la descente et du dual slalom. Autant dire qu'au niveau spectacle, ça va donner un maximum, d'autant que bien sûr, les meilleurs champions ont fait le déplacement. Il y a des points et des primes à gagner. Regardez tout ce beau monde, ils sont motivés, ils sont musclés, ils sont en forme. On va bien sûr les retrouver là-haut. Il nous reste à prendre le télécabine. D'ici là, je vous laisse avec le sommaire, tout le détail de l'émission qui roule. De Lyon à la piste des G, nous allons vous emmener dans le monde de ceux qui carburent à la nitro à chaque coup de pédale avec des vitesses de plus en plus élevées. Plusieurs champions comme Nicolas Vouilloz nous expliqueront qu'ils sont loin d'avoir le cervelet ramolli, pourquoi ils ont créé leur team et comment ils ont transformé leur vélo en lance-missiles. Dual slalom, border cross, ils se balancent à plusieurs à bloc sur des pistes où ne règne pas toujours un esprit de camaraderie exemplaire, d'autant qu'il y a pénurie d'espace, donc ça frotte, ça gicle, des fines gâchettes comme Karim Amour nous expliqueront pourquoi ils ont choisi de se spécialiser dans cette discipline. Crank 3, c'est le titre de la nouvelle vidéo culte qui vient de sortir en France et qui a permis aux gangs des Mia d'exporter leur notion fracassée du freeride dans les désormais célèbres décors de Provence. Tendance lourde cette année, ça vole beaucoup. Ça y est, nous voilà au sommet, on se remplit les poumons d'oxygène, d'air pur, car l'oxygène, les globules rouges, tout ça n'est pas trop pour s'élancer dans un tel parcours. C'est bien sûr de la descente dont il s'agit, avec ici un petit passage fort sympathique, le lieu-dit du réservoir. Comme vous pouvez le voir, bon, peut-être qu'à la caméra ça aplatit un peu les choses, mais franchement, ce virage est non seulement raide et bien serré. J'irai pas pour un empire, mais eux, ils ont le moral. On va en profiter pour voir les meilleurs en compétition, car là, ce ne sont que les entraînements. Ça ira donc beaucoup plus vite, d'autant que les parcours de descente ont récemment été modifiés. Ils sont raccourcis, donc la course en est que plus intense. Comme ça, j'adore ces sensations de vitesse. Et j'aime ça. Moi ça me plaît d'aller vite, vraiment je prends du plaisir sur le vélo. Ah non, mais je fais pas de malin ici. Hein. Non, ça va vite, c'est vrai que ça va vite. Mais c'est pas des peurs où on sait qu'on va mourir, c'est juste des peurs où on va tomber quoi. Donc ça n'existe pas vraiment. C'est plus la peur, le stress, plutôt que la peur de tomber. Cette tribu qui marche à l'adrénaline suralimentée, à l'oxygène des montagnes, devient, contrairement aux apparences, de plus en plus professionnelle. Nous sommes sur la partie haute de la piste de descente, 3 jours avant le début de la course. Les coureurs reconnaissent mètre par mètre la piste et soignent les passages spectaculaires. Après un départ très rapide et 2 sauts de mise en forme, les coureurs attaquent ensuite une partie entièrement minée par des racines, qui sort ensuite sur un saut mortel, l'ardoisière. La taille des bâches à cet endroit donne une idée sur le taux de déchets. Ensuite, à nouveau des racines avec sans doute un des passages clés de la course, des bosses boursouflées de racines. Cyril Lagnon, lui, l'a fait plusieurs fois à pied et en reparle avec son entraîneur. Tu laisses tout à l'heure au passage, tu laisses 3 secondes là. Sur un circuit aussi rapide qu'ici, 3 secondes c'est énorme, tu ne rattrapes plus après. C'est ensuite la sortie de la forêt dans un enchaînement de virages relevés qui ridiculise n'importe quel grand 8. Encore plusieurs sauts qu'il faut apprendre et à nouveau un gros coup d'accélérateur. C'est très bosselé quoi, donc c'est dur quoi. Physiquement ça va, il n'y a pas de pédalage du tout, donc c'est la vraie descente quoi. Et après c'est le début de saison, donc il faut mettre au point les vélos, on a un peu du mal à se lâcher, il faut repérer endroit difficulté par difficulté. Les premières estimations parlent d'une course d'une durée de 3 minutes au lieu de 6. Ça aussi, c'est une évolution attendue. C'est un peu un essai ici au Jet. Si c'est concluant, c'est vrai que ce format va être appliqué aux prochaines Coupes du Monde et ça peut devenir un standard pour l'avenir. C'est clair que de se rapprocher des temps des descentes de ski alpin ne peut être qu'un avantage pour le public et pour la télévision. Maintenant, chez les coureurs, il va falloir s'adapter. Ouais, c'est sans doute mieux pour la télévision, mais pour le sport, je ne sais pas. Moi, je les préfère plus longues et il ne devrait pas y avoir trop de conséquences. Ils ont ouvert les virages pour aller encore plus vite, ils ont fait des plus grands sauts pour sauter encore plus haut et plus loin. Tout ça pour les spectateurs, quoi, pour que ça soit de plus en plus beau et que le monde s'intéresse à la descente, quoi. L'industrie du VTT a calmé sa croissance, les ventes ont atteint un plateau et certains en ont profité pour monter leur propre team. Christian Taillefer l'a créé en début de saison.
c'est vrai que pour moi c'est un petit peu nouveau, c'est beaucoup de choses à la fois. Mais bon, j'arrive un petit peu sur la fin de la carrière, entre guillemets. Donc bon, comme je voulais pas faire pâtissier, ni maçon, ni bûcheron, et que bon, le vélo, j'ai toujours été là depuis tout petit, et que c'est un truc qui me plaît énormément, j'ai dit j'y vais, je sais pas où je vais, mais j'y vais, quoi. Donc j'ai créé ma marque cette année, ma première équipe, et puis bon, c'est parti. Avec un budget d'1,5 million pour 6 coureurs, Christian se formate des journées énormes. Les teams gigantesques des grosses marques, c'est déjà de la préhistoire. Le coureur américain John Tomac a été le premier à quitter des salaires très cadre sup et le confort d'un gros team pour monter son équipe et sa marque de vélo. Aujourd'hui, même s'il ne se fait plus fleurir sur les podiums, côté business, il ne le rate pas. Ouais, c'est toujours un challenge difficile et malheureusement, ça influence les résultats en compétition. Il est très dur de se concentrer sur le business, sur l'équipe, de la marque et essayer en même temps de courir. C'est un vrai challenge. Le Français Nicolas Bouilloz, 24 ans, a le palmarès le plus impressionnant de la planète VTT, 8 fois champion du monde, et il était on ne peut plus entouré dans sa précédente équipe. Mais à l'image d'un Prost, il s'est toujours impliqué dans la mise au point de ses vélos, et pendant l'hiver avec son père, ils ont fait le grand saut en créant son team. Les peintures sont à peine sèches qu'il attaque la saison sur l'Avalanche Cup de Lyon par une victoire. Le vélo attire les regards, il y a de quoi. Il y a tout ce système de chaîne là, qui est un petit peu nouveau et révolutionnaire, puisque la chaîne passe par le point de pivot. Donc ça nous a permis d'avoir un point de pivot beaucoup plus haut qu'à l'accoutumée et sans tension de chaîne. Donc pour l'instant, ça a l'air de vraiment bien marcher. Le team collabore avec Olivier Bossard, l'ancien ingénieur de Nicolas, qui a monté lui aussi sa structure et lui a pondu des amortisseurs qui font des envieux. On vous fait grâce du système inversé à 4 voies, mais il y a 20 cm de débattement. C'est quelqu'un de très exigeant. Il faut vraiment, il faut travailler, quoi. Il faut travailler. Mais normalement, on arrive avec ça en collaboration, on arrive à avoir de bons résultats. Donc. Tout a été travaillé et fait sur mesure, un système révolutionnaire de changement de vitesse, air comprimé, le guidon, la potence, la selle, les pneus, rien n'a été laissé au hasard. Dis-moi, ça c'est comme un avion, c'est la boîte noire? Presque, c'est vrai que je dirais l'ingénieur de piste, à chaque descente peut voir vraiment comment j'ai roulé, comment était le vélo, et c'est un petit peu le plus de notre équipe, quoi. Donc là on voit des capteurs sur la fourche et on mesure vraiment le débattement du vélo, les amplitudes. Le vélo de descente est de plus en plus un sport mécanique. Et surtout, ce qui nous apporte énormément, en fait, c'est de savoir réellement ce qui se passe, ce que ressent le pilote, et de pouvoir avancer et de peaufiner les réglages. Ça, c'est la fréquence cardiaque ou c'est les suspensions? Non, pas de fréquence cardiaque. Non, c'est le fonctionnement, en fait, c'est le bilan de santé du vélo après une descente. On a beau s'appeler Bouilloz, le budget de 2,5 millions n'est pas encore bouclé. C'est galère dès l'instant où on parle d'argent ou de qualité de produit, c'est toujours difficile et il faut des fois faire des compromis. On peut pas miser que sur l'argent, on peut pas non plus miser que sur la qualité du produit parce que sinon on peut pas avancer. Pour le moment, le seul coureur engagé dans le team, c'est Karim Amour qui va se spécialiser dans le dual slalom. Et pour Michael Pascal, le vice-champion du monde, il est chez B1 dans un team hollandais et il ne s'occupe de rien, juste de pédaler. C'est un petit peu les gens qui viennent me chercher quand même parce que j'ai eu pas mal de résultats, mais il faut vraiment avoir des bons résultats pour que les gens viennent, quoi. Ouais. Et toi, ils sont venus? Ouais, ils sont venus, mais je suis content, là, c'est un bon team, hein. C'est tout préparé et tout, j'ai rien à faire, c'est nickel. Et maintenant, action avec une nouvelle séance d'entraînement chronométrée cette fois-ci. Les trajectoires sont déjà taillées et précises. Contrairement aux apparences sur une descente courte et rapide, des écarts de plusieurs centimètres peuvent se payer très cher. Nicolas Bouilloz dans le milieu, c'est E.T., l'extraterrestre, mais il n'a pas encore réussi à franchir le cap de la reconnaissance du grand public. Ça fait 8 ans qu'il est champion du monde et il s'est toujours montré très discret, il est toujours resté avec son père dans le camion, faire sa préparation très professionnelle en fait. Il est beaucoup trop pro, il est resté très longtemps sage et timide
Et donc maintenant, il évolue, il commence à se rendre compte que ça serait bien qu'il travaille un peu son image et qu'effectivement, il n'est pas très médiatique, mais c'est difficile de revenir en arrière, quoi. C'est le jour de la course, la veille les premiers ont poussé des pointes à 73 km/h, donc ultime vérification sur les pneus et la pression. Et au sommet, un spectacle assez inattendu avec une brochette de coureurs en train de pédaler sur des home trainers à 1600 mètres d'altitude. Le seul moyen de nous échauffer quand même, parce que bon, les vélos qu'on a, ça nous permet pas de monter, descendre comme ça. Donc... Puis bon, c'est juste pour chauffer les jambes, pour être chaud au départ et pas être trop essoufflé quand même. Anne-Caroline Chausson, elle a 24 ans, 7 fois championne du monde, un lourd passé en bicross et surtout un talent et un style qui font rougir les hommes qu'elle bat régulièrement. Ce qui agace particulièrement ses adversaires, c'est cette nonchalance apparente, cette faculté peut-être de moins s'entraîner, ou plutôt de privilégier des préparations inhabituelles comme le ski de vitesse, et à l'arrivée de réussir à écœurer tout le monde. Évidemment, sur des tracés courts comme celui des G, la différence est moins flagrante, même si elle peut encore se permettre de faire une grosse faute, de pratiquement tomber et de repartir pour ensuite arracher la victoire. Disons que je ne m'entraîne pas comme tout le monde, quoi. Faire du ski pour eux c'est pas de l'entraînement, pour moi ça rentre dans mon entraînement. C'est vrai que j'essaye de me relaxer l'esprit, de penser à autre chose. Et puis je m'entraîne juste avant la saison en fait. Et puis ça marche pas trop mal. Bon Christian, toi tu as gagné cette descente, tu sais ce qu'il faut pour gagner, c'est de plus en plus rapide, qu'est-ce qu'il va falloir vraiment pour faire la victoire là? C'est vrai qu'aucun coureur est habitué à rouler au sec, au G surtout. Et la piste est vraiment très sèche, très poussureuse. Et puis bon, c'est très rapide, ils ont ouvert un petit peu les cours par rapport aux années précédentes. Et c'est un circuit qui est vraiment très spectaculaire, très court. Bon, on n'a qu'à voir les temps maintenant, on tourne autour de 3 minutes. La course va être d'un très haut niveau. Tous les costauds sont aux avant-postes, de Steve Pitt à Michael Pascal. Les écarts sont très réduits et David Vasquez ne va devancer Nicolas Vouilloz que de quelques dixièmes. Nous allons d'ailleurs suivre la course du Français et de l'Espagnol en parallèle. Dès le départ, alors que beaucoup de coureurs prennent des options acrobatiques, sautent, dérapent, Nicolas en particulier colle au terrain, fluide, avec des trajectoires très précises. L'Espagnol sur les relances est peut-être un petit peu plus dynamique. Ce qui est frappant, c'est de voir les trajectoires très similaires des deux champions, excepté le choix de David qui saute sur la route. Ensuite, sur le bas du parcours, l'Espagnol semble un petit peu plus rapide et également plus tendu dans le choix de ses lignes. Et sur les derniers mètres, avant l'arrivée, David donne plus de pêche sur les relances. C'est lui qui l'emporte avec une demi-seconde d'avance sur Nicolas. Enfin, c'était jouable largement, je le savais, mais fallait pas faire de faute, j'en ai fait, bon, tant pis pour moi. Après la pub, nous verrons pourquoi le duel slalom est en train de devenir une véritable boucherie. Nous irons suivre les traces des allumés de la 3e dimension dans Cranked. On fait la pression des pneus et à tout de suite. Même si la discipline existe depuis un petit moment déjà, le dual slalom a aujourd'hui bien le vent en poupe. D'ailleurs, il y a des pilotes qui se spécialisent quasi exclusivement pour cela. Le matériel aussi est adapté avec le plus souvent des suspensions à l'avant pour bien amortir et en même temps pas de suspension à l'arrière contrairement à la descente pour vraiment accélérer très fort. Le principe est simple à comprendre, c'est le premier arrivé qui a course gagnée. Et puis quand le parcours est relativement raide et accidenté comme c'est le cas ici, eh bien tout ça, c'est bon pour le spectacle. Le duel slalom, ça ne date pas d'hier. Mais en France, le duel des Mia a modifié la donne, lâchant un peu de piment sur des parcours qui jusqu'à présent restaient bien sages et ordonnés. Ce fond de BMX se retrouve sur des tracés plus traditionnels comme celui de la Coupe de France. Une chose est sûre, la discipline revient au goût du jour. Un des favoris au G, c'est Cédric Gracia qui, après avoir intégré le team GT, a passé l'hiver en Californie à ne faire que ça et du BMX. C'est lui qui remporte d'ailleurs la première étape de la Coupe de France. La scène dual, elle est plutôt là-bas qu'en Europe. Ouais, les shows dual, c'est énorme. Les boss, déjà, c'est super gros. Et bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de monde. Mais bon, c'est les États-Unis, c'est normal. Et puis, il y a vraiment un show à chaque fois. C'est fantastique.
À Lyon, sur la première étape de l'Avalanche Cup, il y avait du beau monde avec cette fois-ci un border cross, un dual puissance 2. La Formule Play et des coureurs comme Karim Amour ont carrément fait le choix de consacrer leur saison uniquement au dual. Karim a même élaboré un vélo spécifique dans le team Wheels. C'est en train de passer un cap parce qu'il y a de plus en plus de pilotes qui s'investissent. Bon, je suis l'un des premiers pilotes à faire abstinence, on va dire, de la descente pour rouler en dual. Et bon, il y en a déjà quelques-uns aux États-Unis qui le font. Et puis, je pense que ça va devenir une discipline. C'est un peu le fun, c'est les pédaliers de BMX sur les vélos, ça rapproche beaucoup le BMX. La grille de départ c'est le BMX, les bosses c'est le BMX, c'est beaucoup le BMX avec des sauts et des virages. Bon, plus de vitesse c'est sûr parce que la descente là on a de la pente donc forcément ça va plus vite, mais c'est vrai qu'on en revient au BMX. Au départ du dual DG, on retrouve quelques killers notoires issus du BMX comme Brian Lopes. Le problème vient ensuite de l'espace vital à gérer et surtout de l'esprit de certains pilotes qui jouent le carton systématique. Mais certains aiment bien frotter et la piste DG était peut-être aussi un poil extrême. En finale, on retrouve Cédric Gracia à gauche face à la star américaine Brian Lopes. Dès le départ, l'expérience de Lopes en BMX va jouer. Pas de coup bas, les deux garçons font partie du même team et c'est Brian Lopes qui va l'emporter après que Cédric ait essayé de le recoller en vain. Ça va, ouais. Je pense que le deuxième coup de pédale il vient de là parce que j'en ai fait du BMX, mais bon. C'est un mec qui était au top quoi, au BMX, hein, il sait ce que c'est un deuxième coup de pédale. Hein. Ça c'est clair, je l'ai vu. Hein. Nous sommes sur le bike de Lionel Sequeira dans le Border Cross de Lyon. Dans Sport Événement, comme ici en l'occurrence, on vous parle souvent d'événements très professionnels avec des coureurs de haut niveau. Mais il y a aussi des événements pour le grand public, au bénéfice des amateurs, comme ce mondial du VTT. C'est un petit peu comme le mondial du snowboard. C'est la deuxième année, l'an dernier ils étaient 1200 et c'est une formule qui a beaucoup de succès. Oui, il y a eu beaucoup de succès parce que la première année, donc on a fait 1200 partants. Et cette année, on va atteindre certainement les 2005, voire 3000, mais je pense que ce sera complet à 2005. Et l'originalité de la chose, c'est que ce salon, ce VTT Test, cette assistance technique est réservée au grand public qui font la freeride classique VTT Mile. Autrement dit, tout un chacun va pouvoir venir essayer des vélos gratuitement et en même temps se faire aider comme s'il était un pro par les écuries. Exactement, le fabricant vient à la rencontre du pratiquant et les pratiquants auront leur propre assistance technique et surtout l'occasion pour une fois de tester le matériel qu'ils n'ont pas vu ou qu'ils n'ont vu qu'en revue. Et puis alors au niveau course, visiblement il y a un beau programme de rando raid. Oui, c'est une grande rando raid dans les Portes du Soleil, dans le domaine SCAP des Portes du Soleil, qui est ouvert l'été avec des remontées mécaniques. On peut rouler, le pratiquant pourra rouler. Il y aura au moins 80 bornes. On monte en montée mécanique, on descend, c'est à connotation descendante, il y a un peu des bosses, c'est du freeride. Et aussi, ceux qui auront fait la course et pour venir sur le mondial, il y aura des pilotes connus qui seront là pour les emmener rouler, les rando raids, ils seront accompagnés, ils seront chouchoutés. Enfin bon, c'est le principe du VTT Test, du mondial du VTT. Dans les sous-bois, voici le genre de passage qui pourrait tout à fait servir de décor à Crank 3. C'est la nouvelle vidéo de VTT qui va bien, avec bien sûr quelques fondus, quelques-uns des meilleurs pilotes au monde, dans quelques-uns des plus beaux endroits du monde, comme par exemple le Colorado provençal, où nous étions d'ailleurs pour une émission précédente sur le VTT, et puis plein de très très belles destinations, exotiques parfois, et bien sûr des prouesses réalisées par ces pilotes, puisque c'est du freeride, autrement dit, tout est possible, et les garçons ne s'en privent pas. Attendu depuis plusieurs mois, Crank 3e génération va bientôt arriver en France, distribué par Momo et la Race Company. Dans Crank, on ne change pas une recette qui fonctionne. Des pilotes qui déchirent sur des pistes limites cyclables, où l'on retrouve l'équipe du Colorado provençal, avec notamment Fabrice Taillefer, Momo et tout le gang. Même si ce n'est pas franchement une nouveauté, on sent dans cette vague freeride se pointer les spécialistes du trial, qui arrivent à donner une connotation street à tout ça. Dernier détail, n'essayez même pas d'imaginer de pouvoir le faire. Une
Une des séquences leur a d'ailleurs valu pas mal de soucis avec les voisins qui avaient alerté la police, se demandant ce que c'étaient ces cafards géants qui faisaient tous raffut. Côté revue de presse, revenons sur ceux qui ont lâché la bombe Ciotti sur le dopage. Dans Vélo Vert, comme l'analyse très justement Didier Coste, ce n'est pas tant le dopage qui est gênant, c'est le scandale qu'il fait. Une chose est claire, le courage ne paye pas, Jérôme a été flingué dans tous les sens. Plutôt que de se servir de l'occasion pour faire le ménage, Vélo Tout-Terrain estime que Jérôme vient d'ouvrir une brèche et relève qu'une porte s'est ouverte à la Fédé de se bouger pour faire cesser l'hypocrisie. Même son de cloche dans VTT Mag qui rappelle que les millions de passionnés qui roulent à la chlorophylle restent l'essence même du VTT. Au championnat du monde de VTT qui se sont déroulés il y a 10 jours en Sierra Nevada, Anne-Caroline Chausson réalise le doublé descente dual slalom, mais Nicolas Vouilloz n'est que 8e, c'est Miles Rockwell qui s'empare du titre. Lisa Andersen, la grande star américaine du surf, plusieurs fois championne du monde, était le week-end dernier à Biarritz pour une beach party. Elle a repris cette année le circuit du championnat du monde. Le deuxième salon Surf Initiative s'est déroulé à Biarritz, l'occasion de fêter les 10 ans de Surfrider Foundation qui se bat sans relâche pour préserver l'océan et son environnement. Sur la finale de la grande compétition de skate de descente de Kaunertal en Autriche, le français Manu Antuna s'est fait brasser dans un carambolage au départ et c'est le sud-africain Dallas Oberholzer qui gagne. Manu Antuna, lui, va finir deuxième. Les courses sont finies, mais la foule est toujours là car elle attend, tout comme vous d'ailleurs, de savoir ce qu'il y aura dans le prochain sport événement. Eh bien, je vais répondre et je vous dirai que la semaine prochaine, on se retrouve cette fois-ci avec du surf et du kitesurf. Le kitesurf, c'est très puissant, le surf, c'est toujours aussi bon. Alors, vous n'avez pas le choix. Rendez-vous dans une semaine. D'ici là, reposez-vous, bronzez bien. Ciao!